Dans ce cours, nous allons calculer un champ électrostatique d'une répartition de charge en utilisant le théorème de Gauss. Il va nous falloir un certain nombre de prérequis. Le cours va consister à appliquer ces prérequis pour mieux les comprendre. Premier prérequis, le théorème de Gauss, qui nous dit que le flux du champ électrostatique à travers une surface fermée, c'est-à-dire une surface qui entoure un volume, ce flux est égal à la charge à l'intérieur du volume sur epsilon 0, quelle que soit la façon dont cette charge est répartie. Il va donc nous falloir calculer la charge à l'intérieur d'un volume. Pour ça, on va le faire pour différentes répartitions, des répartitions de charge ponctuelles, linéiques, surfaciques ou bien volumiques. La charge étant une grandeur extensive additive, il suffit de faire la somme de toutes les charges présentes dans le volume. Une fois le champ électrostatique calculé, on calculera aussi le potentiel électrostatique. Pour ça, on utilisera la circulation du champ. Le flux du champ du théorème de Gauss est relié à la divergence du champ E, et la circulation est liée au rotationnel du champ E. Nous allons, pour appliquer le théorème de Gauss, déterminer les lignes de champ, et pour ça nous aurons besoin des propriétés de symétrie du champ électrostatique. On distingue les symétries par rapport à des plans, dans un premier temps. Si on a un point P qui porte une répartition de charge, et si pour le point symétrique, la répartition de charge est identique, la symétrie par rapport au plan, on peut en déduire des propriétés pour la direction du champ électrostatique, en particulier pour les points qui appartiennent au plan de symétrie, et c'est très important. Le champ appartiendra au plan de symétrie pour peu qu'il soit défini. En particulier, les répartitions surfaciques de charge linéiques et ponctuelles donnent des champs qui sont soit non continus, soit non définis au point. Quand on a un plan d'antisymétrie, la répartition de charge au point symétrique du point P est l'opposé de la charge en P. On aura à ce moment-là, pour les points du plan, toujours le champ orthogonal au plan d'antisymétrie, là encore pour peu que sa valeur soit définie. On peut aussi utiliser les symétries pour des points qui n'appartiennent pas au plan. Les choses sont un petit peu plus délicates, mais on se servira d'une de ces deux relations, éventuellement plus tard. Donc on a des propriétés, cette fois-ci, de symétrie du champ au point symétrique. Nous allons commencer par faire un exemple pour la symétrie sphérique. Cet exemple est important, parce qu'il permettra déjà de déterminer la loi de Coulomb, et ensuite il permettra de bien comprendre comment on peut utiliser le théorème de Gauss pour calculer un champ. On va prendre une sphère uniformément chargée, avec une densité volumique de charge ρ0, et le but est de calculer le champ électrostatique en un point M. Pour ça, on va chercher des plans de symétrie. Le plan qui contient l'axe OZ qu'on a fait figurer ici et le point M va être un plan de symétrie. M appartient à ce plan, on va donc pouvoir utiliser les relations établies précédemment. Pour bien rédiger cette partie-là de l'exercice, il convient de nommer le plan, c'est toujours plus facile. Pour ça, on a intérêt à prendre un repère mobile. Avec le repère mobile, on sera sûr effectivement qu'M appartiendra bien au plan de symétrie. Donc ici, par exemple, le plan MUR Uθ est un plan de symétrie. On peut aussi en trouver un autre, MUR Uφ. Il est à noter en fait que tous les plans qui contiennent le segment OM sont des plans de symétrie en fait de la répartition de charge. Mais ces deux plans sont suffisants. Donc MUR Uθ et MUR Uφ sont deux plans de symétrie. Ça veut dire que le champ en M qui appartient à ces deux plans est un champ qui est dans les deux plans vectoriels associés, et donc selon UR. Le fait que le champ soit sur UR fait que les lignes de champ sont les droites qui passent bien sûr par M, la ligne de champ en M, et qui passent par O. Donc toutes les droites issues de O seront des lignes de champ. C'est la chose la plus importante pour choisir en fait la surface de Gauss. Mais on peut aussi utiliser d'autres propriétés de symétrie, à savoir ici, le fait que la répartition de charge soit invariante par rotation autour d'un axe passant par O, fait qu'en utilisant par exemple les coordonnées sphériques, M dépendrait de R, phi et θ. Par contre, le champ ne dépendra que de R. Ce qui nous donne finalement un champ qui est dans la direction UR et qui ne dépend que de R.
On a tracé ici quelques lignes de champ. On sait que les surfaces équipotentielles sont orthogonales aux lignes de champ à chaque point. Et bien ici, on s'aperçoit que les équipotentielles seront des sphères. Pour utiliser à profit le théorème de Gauss, il est toujours intéressant d'avoir des surfaces de Gauss construites à partir d'équipotentiels. Ici, l'équipotentiel passant par M est une surface qui est directement une surface fermée, la sphère qui va entourer le volume boule. Donc on va pouvoir choisir cette sphère comme surface de Gauss. Pour ça, il nous faudra donc calculer le flux du champ électrostatique à travers cette sphère qui met une surface fermée. Pour ça, le mieux c'est de représenter le champ en M, dirigé selon UR, et de représenter aussi la surface élémentaire ds. Elle est orthogonale à la surface de Gauss, donc ici orthogonale à l'équipotentiel, elle va être sur une ligne de champ, et elle est dirigée vers l'extérieur de la surface de Gauss. On va donc pouvoir ici effectuer le produit scalaire E scalaire ds. On s'aperçoit que les deux vecteurs étant collinaires de même sens, eh bien, on obtient pour le flux la somme de E de R ds sur l'ensemble de la sphère. Si on prend un autre point que le point M sur la sphère, eh bien, la projection de son champ électrostatique sur UR va être identique au champ en M, puisque le champ ne dépend que de R, et tous les points de la sphère ont la même distance à AO. On va donc pouvoir mettre en facteur E de R de cette somme. On va obtenir E de R fois la somme de la surface pour l'ensemble de la sphère, c'est-à-dire E de R fois la surface de la sphère pour le flux, ou bien encore E de R fois 4πr carré, le rayon de cette sphère. Il est à noter que pour faire ce calcul, on n'a pas eu besoin en particulier de connaître le rayon de la sphère portant les charges. La seule chose qui compte pour calculer le flux, c'est le fait que le champ soit sur UR et ne dépende que de R, à savoir la symétrie sphérique. Pour aller plus loin avec le théorème de Gauss, on a besoin de calculer la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Pour ça, il est important, cette fois-ci, de savoir comment sont réparties les charges. On aura en particulier besoin du rayon grand R de la sphère uniformément chargée. On voit qu'il va nous falloir distinguer en fait deux cas. Le cas où le point M est à l'extérieur de la répartition de charge, ou bien à l'intérieur. On va commencer par un point M à l'extérieur. La distance OM petit r est plus grande que grand R. Il va donc falloir maintenant calculer la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. Pour ça, on va distinguer deux zones. On a ici une première zone entre la sphère chargée et la sphère de Gauss. Cette zone ici ne contient pas de charge. Donc les charges à l'intérieur de la surface de Gauss sont contenues seulement ici dans la boule chargée. Ça sera même la totalité de la charge de cette boule qu'on peut calculer. On obtient ici cette charge qui vaut 4/3 de πr cube, le volume fois ρ0, puisque la charge est répartie de manière uniforme. La charge totale, ce sera le volume fois la densité uniforme de charge, densité volumique de charge. Donc finalement, la charge intérieure va être cette charge-là, puisqu'il n'y a pas de charge, on l'a dit, dans la partie ici, entre les deux sphères. Donc l'utilisation du théorème de Gauss nous permet d'obtenir l'expression de E de R. On va même directement ici prendre E en M, qui est sur UR. On obtient Q sur 4π epsilon 0 R carré. Ou encore, on peut l'exprimer en fonction de ρ0, la densité volumique de charge. C'est égal. Il est à noter qu'on obtient un champ newtonien en UR sur R carré. On peut donc l'exprimer sans faire intervenir aucun système de coordonnées, de manière purement vectorielle, en utilisant le rayon vecteur OM et la distance OM cube. Il nous reste maintenant à traiter le cas où M est à l'intérieur de la sphère. Cette fois-ci, R est plus petit que grand R. Cette fois-ci, l'ensemble de la surface de Gauss est chargé. Par contre, il y a une partie des charges de la répartition de charges qui ne sont pas à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc il faut prendre en compte seulement les charges intérieures à la surface. Ici, là encore, la densité volumique de charge est uniforme à l'intérieur de notre surface de Gauss. Donc on obtiendra le volume de la boule intérieure à la sphère, 4/3 de pi petit r cube, multiplié par ρ0. Là encore, eh bien, on peut calculer E de R grâce au théorème de Gauss. On s'aperçoit qu'on va pouvoir simplifier par R carré, et on va obtenir, là encore, deux formulations pour ce champ, une qui fait intervenir la densité volumique de charge, et l'autre la charge totale, en fait, de l'ensemble de la répartition. Le champ, cette fois-ci, est proportionnel à
à la distance petit r et il est dirigé sur R, là aussi on peut utiliser en fait une représentation purement vectorielle, ρ0 sur 3 epsilon 0 m, c'est ce qu'on appelle un champ de Hooke, un champ qui est proportionnel en fait au rayon vecteur. Maintenant il est intéressant de représenter ce champ E de R en fonction de R, on a donc ici les deux cas étudiés précédemment, deux expressions. On va donc tracer E en fonction de R pour une densité volumique de charge positive. Le champ en R égale à 0 qui correspond ici au premier cas, on voit qu'il va être nul. On aurait pu trouver ce résultat en utilisant les symétries, effectivement. Il y a au moins 3 plans non confondus passant par O qui sont des plans de symétrie. E doit appartenir à ces 3 plans, il est donc forcément nul. On peut se servir de ces symétries en haut, puisqu'effectivement le champ en haut est défini. On obtient donc E en haut nul. Et ensuite, quand R augmente, on a un champ qui est proportionnel à R jusqu'à la valeur grand R. Si on calcule par les deux expressions le champ en grand R, on s'aperçoit qu'on a la même valeur, c'est normal, le champ est continu. La répartition de charge étant volumique, il n'y a pas de discontinuité du champ, et le champ aussi est défini pour toutes les valeurs de R. Ensuite, on a un champ newtonien en 1 sur R carré qui va décroître. On peut calculer maintenant le potentiel en utilisant la circulation du champ. On va prendre un potentiel nul à l'infini. Et donc, V infini moins V, somme de R à l'infini de gradient de V dm, va nous permettre, grâce à la relation E égale à moins gradient de V en électrostatique, d'obtenir le potentiel. Il est à noter que E étant défini partout, le potentiel, bien sûr, ici sera continu. Comme E est défini dans deux domaines distincts, eh bien, il va falloir commencer par faire le calcul pour petit r plus grand que grand R, puisqu'on a besoin, pour calculer cette somme, eh bien, de l'expression de E de R. Donc si R est plus grand que grand R, E de R n'a qu'une expression, il va donc falloir simplement l'intégrer entre R et l'infini. On a un champ newtonien, donc le potentiel sera aussi newtonien, en 1 sur R. On va donc obtenir ici V de R égale à Q sur 4 pi epsilon 0 R. On s'aperçoit, comme le champ, que le potentiel finalement ne dépend que de la charge totale de la répartition. C'est un potentiel monopolaire qui est valable quelle que soit la distance, pour peu qu'elle soit plus grande que grand R. On peut calculer V de grand R, on en aura besoin ensuite pour effectivement faire le calcul pour des distances inférieures à grand R grâce à la continuité. Si effectivement on est dans ce cas-là, on va tout simplement scinder la somme en deux sommes, une de petit r à grand R et l'autre de grand R à l'infini. De grand R à l'infini, on va obtenir V de grand R et ensuite on n'aura plus qu'à intégrer l'expression du E de R trouvée précédemment, donc on obtient V de grand R plus somme de petit r à grand R de l'expression de E ρ0r sur 3 epsilon 0. On a un champ de Hooke, on se retrouve avec un potentiel de Hooke aussi, c'est les potentiels en R carré, ça nous fait penser aux potentiels, aux énergies potentielles d'un ressort. Et on va donc obtenir ici tout simplement V de R. On peut vérifier l'homogénéité, un potentiel c'est une charge sur epsilon 0 sur une distance. ρ0 c'est une charge sur un volume, fois une surface, ça fait bien une charge sur une distance, sur epsilon 0, on a bien un résultat qui est homogène. On peut tracer V de R avec les deux expressions obtenues, on s'aperçoit que E de R étant toujours positif, V de R sera toujours une fonction décroissante. Le tracé est toujours fait pour ρ0 positif. Donc le potentiel maximum sera le potentiel en 0, ensuite on aura une décroissance qui va passer par une pente maximum. En grand R, le champ E de R est maximum. Donc effectivement, ici, la pente de V de R sera maximum. On note que le champ électrostatique est toujours dirigé vers les potentiels décroissants. On peut aussi ici faire une petite application du théorème de l'extrémum qui dit que le potentiel n'est extrémum que dans des régions qui possèdent des charges. Ici, en R égale à 0, le potentiel est maximum. Il y a des charges positives en R égale à 0, donc on a bien ici le théorème de l'extrémum qui est vérifié.